Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture, je suis Marinella, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de l'année. Et comme vous avez certainement vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler des 12 livres que j'aimerais bien lire pour cette année 2026. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre, honnêtement je ne les ai pas classés, je suis allée dans ma bibliothèque, j'ai essayé de voir ce que j'avais envie de lire pour cette année 2026. Et j'ai pris un petit peu au hasard de différents genres. Donc il va y avoir un petit peu de tout. Je vais les prendre dans l'ordre où je les ai posés, juste à côté. Comme ça, ça va être au plus simple. Vous êtes prêts? Vous avez préparé votre thé, votre matcha, votre petite boisson. Parce que je pense quand même que, compte tenu qu'on en a 12, on en a pour un petit moment. Allez, c'est parti. Alors, dans les tout premiers que je voulais lire, j'ai mis Luca di Fulvio, Le gang des rêves. Parce que autant vous dire que celui-là, il est dans ma palle depuis un sacré bout de temps. Je dirais voir plusieurs années. Alors j'ai pas le ticket de caisse, sinon je vous aurais donné la date. Mais j'ai tellement entendu parler en bien de ce bouquin, qui est au demeurant une petite bricasse de 700, 800 pages. 945. J'ai rien dit. C'est vraiment une bricasse avec qui on peut assommer. Donc j'ai envie de découvrir cette histoire, voilà. Je ne lirai pas la 4e de couverture. Tout ce que je sais, c'est qu'on se situe à New York dans les années 20, voilà. Moi, ça me suffit amplement, j'ai envie de découvrir. Alors en 4e de couverture, Gérard Collard nous dit « ça se lit comme une saga, un chef-d'œuvre ». J'ai envie de dire bingo, allons-y quoi. Donc ça, c'est le premier de la liste. Ensuite, dans l'ordre où je les ai posés, hein, donc vraiment aléatoire, j'ai pris un Marie Vareille, Ainsi gèlent les bulles de savon, aux éditions Charleston. Je vous explique pas pourquoi j'ai envie de lire celui-là, vous savez que Marie Vareille, c'est mon autrice préférée. Là, par contre, il n'est pas très... 380 pages. Non, même pas, parce que là, c'est les remerciements. Donc 375, voilà. Celui-là, il est dans ma palle depuis juin 2022, vu qu'il est sorti en poche. Donc je crois que c'est une histoire de maman, quelque part. Pareil, j'ai pas envie de lire la 4e de couve, j'ai envie de me laisser porter. Ensuite, le 3e bouquin que j'ai choisi, là on est dans toute autre chose. On part dans du classique, puisque 2025, j'ai pas lu d'Émile Zola. Donc j'ai envie de continuer la saga des Rougon-Macquart. Et là, si je ne m'abuse, c'est le 5e tome de la saga, parce que moi je le lis dans l'ordre. Donc La faute de l'abbé Mouret. Voilà, petite bricasse aussi. Là pour le coup, je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Serge Mouret est le prêtre d'un village pauvre, quelque part sur les plateaux désolés du midi de la France. Barricadé dans sa petite église murée dans les certitudes de sa foi, assujetti aux rituels de sa fonction et aux horaires que lui impose sa vieille servante, il vit plus en ermite qu'en prêtre. À la suite d'une maladie suivie d'une amnésie, il découvre à la fois l'amour de la femme et la luxuriance du monde. C'est une seconde naissance. Avec cette réécriture naturaliste de la Genèse, avec ce dialogue de l'ombre et du soleil, des forces de vie et des forces de mort, Zola écrit certainement l'un des livres les plus riches stylistiquement et symboliquement de sa série des Rougon-Macquart. Donc là, j'ai envie vraiment de découvrir de quoi il retourne. Toujours dans la catégorie des classiques, mais d'un autre auteur, j'ai lu l'année dernière Le Père Goriot de Balzac. Et j'avais lu le Père Goriot dans l'idée de lire celui-ci, c'est-à-dire Les Illusions perdues, puisque l'un des... dans la maison Vauquer, Eugène de Rastignac va être ici le personnage principal de l'histoire. Et j'ai bien envie de découvrir donc de quoi il s'agit. Illusions perdues. Donc David Séchard et son beau-frère Lucien Chardon, unis par la passion de la littérature, suivent des chemins tout différents. Alors que David s'attache à des recherches innovantes pour son imprimerie d'Angoulême, le séduisant Lucien, qui s'est paré du nom de Rubempré et du titre de poète, tente de se faire connaître à Paris.
La ville de ses gens supérieurs lui réserve cependant bien des désillusions. De retour à Angoulême, Lucien accumule erreurs et maladresses aux graves conséquences. Il faudra une étrange rencontre pour le sauver du désespoir où il sombrait, et pour lui ouvrir de nouveau le chemin de la capitale. Dans Splendeur et misère des courtisanes, Balzac racontera la carrière et l'ascension de Lucien sous l'égide d'un inquiétant protecteur. En attendant, il dépeint ici, tour à tour, avec un réalisme cru, le microcosme d'une société de province dans les années 1820 et le milieu de la presse et de l'édition. Donc voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne, sachant que lire du Balzac n'est pas chose aisée dans la mesure où les chapitres sont rares, la prose condensée. Je vous donne un exemple. Voilà. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien cet auteur, j'ai adoré le Père Goriot et j'ai envie de voir ce qu'il nous propose dans cet ouvrage. Pour rester dans les classiques, mais pas de la même époque, j'ai beaucoup entendu parler l'année dernière, donc en 2025, de À l'Est d'Éden de John Steinbeck. Et moi j'ai envie de me faire ma propre opinion, parce que j'ai entendu un petit peu tous les avis, vous voyez, les avis positifs et les avis beaucoup moins positif. Donc j'ai envie, moi, de me faire ma propre opinion et de plonger dans ce roman qui a été adapté d'ailleurs au cinéma avec James Dean comme acteur principal. Donc j'ai envie, moi, de savoir de quoi il retourne. À l'Est d'Éden. Il me semble en plus que ça a été le prix Nobel de littérature. Quelle année, je ne sais pas, mais j'ai envie de tester, voir de quoi il s'agit. Derrière, ils nous disent, dans cette grande fresque, les personnages représentent le bien et le mal avec leurs rapports complexes. Adam est pris de calme, Charles, son demi-frère, dur et violent, Cathy, la femme d'Adam, un monstre camouflé derrière la beauté, et leurs enfants, les jumeaux Caleb et Aaron. En suivant de génération en génération les familles Trask et Hamilton, l'auteur nous raconte l'histoire de son pays, la vallée de la Salinas, en Californie du Nord. Pour l'ensemble de son œuvre généreuse et attachante, Des souris et des hommes, les raisins de la colère, John Steinbeck a reçu le prix Nobel de littérature en 1962. Donc à voir. Est-ce que vous aussi, cette année, vous avez envie de tenter l'aventure de lire des classiques, de changer d'horizon? Dites-moi. Racontez-moi en commentaire. Vous cliquez, puis vous me racontez un petit peu. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez prévu pour cette année 2026. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, après, je suis partie plus... encore une autrice française, mais que j'ai adorée dans Un air d'éternité. Je veux bien sûr dire Clarisse Sabar. Avec ici À la lumière de nos jours. Alors, au départ, dans ma pile à lire des 12 livres de 2026, j'avais mis la saga Les Agapantes. Et puis, il se trouve que les Agapantes, la saga des Agapantes, en fait, j'ai que le tome 1 en poche, le tome 2 va sortir là, dans l'année, alors que là, c'est un one-shot et qu'il est dans ma pile à lire, donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par celui-là. Voilà. Je vous lis la 4e de couve. Parce que sa vie et sa carrière lui échappent ces derniers temps, Julia a trouvé refuge dans le village de sa famille. À Cressigny, petite bourgade tranquille au cœur de la Touraine, tout se sait, ou finit par se savoir. Julia, pourtant, ignore tout de ses racines. Il faudra que Suzette, sa grand-mère, lui entr'ouvre la porte. De sa vie, de celle d'Eugénie, sa mère, et la première de la famille à être devenue pâtissière, la jeune femme apprend peu à peu les secrets, les non-dits et les blessures de la guerre, pour se réconcilier avec le présent, le passé et parfois la meilleure des recettes. Et il me semble que je ne vous ai pas donné le titre, mais là c'est À la lumière de nos jours. Voilà. C'est la sélection Grand Prix des lecteurs 2022. À voir ce que ça donne, mais avec Clarisse Sabar, pourquoi pas. Alors, ensuite, techniquement, dans cette pile à lire, je vous avais mis Amari le tome 2, Amari et la Ligue des magiciens. Et puis il se trouve que j'ai dû l'enlever, puisque c'est ma première lecture de 2026, pardon. Donc techniquement, c'est plus dans ma pile à lire. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'en fait j'ai un très gros coup de cœur pour Amari, le tome 1, en fin d'année dernière. Et comme j'avais le tome 2 dans ma pile à lire, du coup, j'ai lu la suite, puisque je ne pouvais pas lâcher la protagoniste de cette histoire. J'étais dedans et je voulais savoir ce qui lui arrivait. Donc voilà. Donc,
En remplacement de Amari, le tome 2, je me suis proposé de mettre Jamais sans trembler de Stephen King. Alors, je vous mettrai un encadré ici, puisque c'est le roman de Stephen King qui va sortir le 28 janvier et qui est la suite du roman Oli. Alors, du coup, techniquement, forcément, dans ma pile à lire, j'ai prévu, puisque quand même il faut un minimum les lire comme il faut, dans l'ordre qu'il se doit, et que j'ai déjà lu toute la saga de Monsieur Mercedes, d'où est extrait le personnage de Holly. Donc, il faut, avant que je lise le nouveau Stephen King, que je lise celui-ci, qui est Holly, sorti en grand format. Je vous lirai pas la 4e de couverture, puisque derrière, il est marqué « Êtes-vous prêt à franchir la porte du 93 Ridge Road ?» Voilà, c'est tout ce qu'on a, avec cette couve magnifique. Moi, je dis oui, je suis prête, j'y vais, embarquons. Voilà, voilà. Ensuite, ça c'était pour le côté Stephen King. Donc j'en ai prévu 2 cette année. Dans un autre registre, mais je trouvais la couve assez sublime, j'ai prévu la Mandragore de cristal. Alors vous allez me dire, elle était déjà dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Je l'ai mis là histoire d'être sûre que je la lise. Ce qui est, alors, je vais vous faire une confidence, ce qui est un petit peu mal engagé, sachant que j'ai commencé le prologue et je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Est-ce que ça vous arrive, vous, quand vous lisez un bouquin, de ne pas arriver à entrer dans l'histoire? Parce que moi, en ce début d'année 2026, je vous avoue que c'est le problème qui se présente à moi. Je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais voilà. Donc là, techniquement, la Mandragore de cristal, j'ai mon marque-page, hein, mais j'ai lu le prologue, je suis chapitre 1, et je sais pas pourquoi, je coince. Voilà. Donc on verra, on verra ce qu'il advient de cette histoire. Ensuite, alors, si vous me connaissez, vous savez que cet auteur-là, je ne peux pas passer à côté non plus. Le dernier Maxime Chatham, celui qui me hypait tellement, le 8,2 secondes. Voilà. Derrière, c'est très rapide, c'est 8,2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux, c'est aussi le temps qu'il faut pour mourir. Entre New York et les grands lacs de la frontière canadienne, Maxime Chatham nous entraîne dans un suspense hitchcockien impossible à lâcher. Et ben moi je dis oui, j'y vais. Ouais, en plus bon, on dit quoi, la frontière des canadiennes, je pense qu'il faudrait que je le cale en début d'année, parce que frontière canadienne, moi ça m'inspire le froid. Je sais pas vous, mais voilà. Et puis vu la couverture, ouais, c'est maintenant quoi, hein, on est d'accord. Alors, nous arrivons quasiment, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de cette pile à lire, puisqu'il me semble, si j'ai bien fait mon calcul, qu'il en reste 2. Ouais, c'est ça. Il reste 2 volumes, 2 romans, qui sont complètement dans des genres opposés. Honnêtement, voilà. J'ai choisi donc R.F. Kuang, La guerre du pavot. Alors moi, je l'ai dans cette version-là, dans la version Babel, parce que je l'ai acheté quand il est paru. Je vais pas avoir le ticket de caisse pour vous dire. Ah si, j'ai le ticket de caisse à l'intérieur. J'ai acheté ça, oula. Si c'est pas trop effacé. Tuc, c'est où la date? Bah alors. Ah non, je pensais que c'était plus ancien. Le 6 octobre 2022. Ouais, enfin, ça fait quand même 23, 24, 25, ça fait 4 ans. Enfin, ça fera 4 ans cette année, ça fait quand même 3 ans et quelques. Quand même, il serait peut-être temps de le sortir. Alors, pourquoi je ne l'ai pas lu avant? Tout simplement parce que je savais dès l'origine que c'était un premier tome de saga. Donc, c'est de la fantaisie, voilà, comme ça peut se voir sur la couverture. Et en fait, moi, démarrer une saga sans avoir la suite, j'y arrive pas. Donc, je l'ai mis dans mes étagères, en attendant la sortie du tome 2.
Sauf que jusqu'à l'année dernière, il n'était pas sorti. Il est sorti l'année dernière. Alors je crois que c'est aux éditions de Saxus, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai le tome 2 déjà, j'ai prévu. Et là, le tome 3, je crois qu'il sort au printemps, si mes informations sont exactes. Donc je me dis que c'est l'année 2026 où il faut que je le sorte de ma pile à lire. Voilà. Et enfin, le dernier livre de cette fameuse pile à lire de 2026, mais je pense que vous n'allez pas être surpris. Ben oui, le tome 1 a été mon grand coup de cœur de 2025. Donc forcément, le tome 2 d'Echo aux éditions Iméris et de Marianne LTR, forcément, devait se retrouver dans cette pile à lire. Et oui. Alors, je ne m'inquiète pas pour le résumé, malgré ma mémoire de poisson rouge, puisque je sais qu'il y a un résumé spoilant du tome 1 au début de celui-ci. Et je trouve la couverture, mais alors franchement, magnifique. Honnêtement, elle est complètement pas dans les coloris du tome 1, mais moi je la trouve juste trop belle. Voilà. Et vous, dites-moi, quel livre vous avez envie de lire pour 2026? Est-ce que vous aussi vous faites des piles à lire? Alors, techniquement, je vais vous faire une confidence. Là, j'ai fait une pile à lire pour 2026 de 12 bouquins. C'est ce que j'appelle une pile à lire non exhaustive. C'est-à-dire que, me connaissant, j'aurais été capable d'en mettre beaucoup plus. Et me connaissant aussi, je sais très bien que sur les 12 aussi bien, je ne vais pas lire les 12. Parce que à l'instant T où je finis un bouquin, il y a un autre bouquin que j'ai envie de lire et qui n'est pas forcément parmi cette liste-là. Et qu'en général, ce que je fais, et c'est ma règle fondamentale de base en tant que lectrice, c'est d'écouter ce que j'ai envie de lire. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des livres que vous avez envie de lire parmi ceux-là, ou s'il y en a que vous avez lus et que vous voulez me partager vos avis, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais curieuse d'échanger avec vous et ravie. Et vous connaissez maintenant le mantra de la chaîne, hein. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés de cette petite chaîne qui permettent qu'elle grandisse petit à petit. Et si d'aventure ce que je raconte ici vous intéresse et que vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez également me suivre sur Twitch, où j'anime 3 fois par semaine des lives. Alors, il y en a 2, c'est des lives concernant Les Misérables, d'1 heure chacun. Alors, les dates ne sont pas fixes, c'est en fonction de mon planning de travail que je prévois le planning de la semaine au niveau des lives des Misérables. Par contre, il y a un rendez-vous qui, lui, est fixe toutes les semaines sur Twitch. C'est le live littérature, les Read With Me et papotage du dimanche qui lui est de 14h à 16h. Et écoutez, si j'ai envie de dire, si vous voulez me suivre là-bas, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Ça fait également grandir la chaîne et je vous en remercie grandement. Que vous dire d'autre? Qu'on va se retrouver très prochainement pour une vidéo. Alors, d'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!